Bernard de Montréal. Dans cette conférence du début du mois de juillet 1982, nous abordons le thème « Les lois de l'incarnation ». Vous avez vous-même présenté ce sujet il y a environ 4 ans, lors d'une conférence où vous nous avez tout simplement dit « Un jour, il faudra que j'en parle de ça. Les lois de l'incarnation. » Quelles sont-elles, les lois de l'incarnation? Les lois de l'incarnation ou les lois de la réincarnation? Laquelle? L'incarnation. Bon. Le phénomène d'incarnation ou de réincarnation, c'est un phénomène qui est très vaste, qui est encore très nébuleux. Pour comprendre le phénomène d'incarnation, il faut d'abord comprendre le phénomène de la mort. On ne peut pas comprendre le phénomène d'incarnation si on ne comprend pas le phénomène de la mort. Mais il faut faire une parenthèse parce que lorsque les gens parlent d'incarnation, souvent ils veulent dire réincarnation. Et lorsqu'ils parlent de réincarnation, souvent ils impliquent incarnation. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y a des êtres qui viennent sur un globe, que ce soit sur le globe terrestre ou sur d'autres globes dans la galaxie, qui ne sont pas le produit d'une réincarnation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des êtres qui reviennent dans la matière pour des fins expérientielles. Ce sont des êtres qui viennent sur le globe pour des raisons spécifiques, faisant partie de leur mandat et aussi faisant partie d'un certain travail qu'ils doivent exécuter pendant un certain nombre d'années. Pour la majorité des hommes, le phénomène d'incarnation est un phénomène de réincarnation, c'est-à-dire que pour la majorité des hommes, il doit s'exécuter sur le plan matériel, dans un corps matériel, une continuité d'expérience pour parfaire ce que l'on pourrait appeler l'intelligence de l'esprit. Si nous concevons le phénomène de la mort tel que nous le concevons au XXe siècle et que nous essayons un peu de sortir de la notion de la mort telle que nous l'avons, telle que nous la sentons, nous pouvons commencer à entrevoir le phénomène de la mort comme étant effectivement non pas un phénomène dans le sens que l'homme le reconnaît sur le plan émotif, mais réellement le retour à une dimension parallèle où la seule partie de l'être qui n'est pas viable, qui n'est pas existante, c'est le corps matériel. Dans le phénomène de la mort, dans la dimension de la mort, il existe des intelligences, c'est-à-dire qu'il existe de la mémoire personnalisée. Et c'est cette mémoire personnalisée qui cherche à se réincarner. Mais la mémoire personnalisée que nous retrouvons dans les mondes parallèles, dans les mondes de l'astral, dans les mondes de la mort, cette mémoire personnalisée n'est pas accouplée à un corps éthérique et n'est pas non plus nécessairement accouplée à un corps mental. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il retourne derrière le mur de l'espace et du temps, ne revient pas tel qu'il était sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habilité de fonctionner en tant qu'être individualisé, il est obligé de fonctionner en tant qu'être mémorifique. Autrement dit, la mémoire, ce que vous appelez la mémoire de l'âme, devient le support de cet être-là sur le plan de la mort, c'est-à-dire dans ces mondes qui sont parallèles au monde de la matière, mais sur des plans vibratoires beaucoup plus élevés, de sorte que pour nous les hommes aujourd'hui, ces mondes nous sont inaccessibles et invisibles. Pour bien saisir le phénomène de réincarnation ou le phénomène d'incarnation, il faut comprendre que
lorsque nous disons que l'homme s'incarne ou qu'il se réincarne, la faculté qui devient active et expérientielle sur le plan matériel dans le corps n'est pas nécessairement une faculté personnalisée. C'est-à-dire que l'homme qui s'incarne permet que se perfectionne dans le corps matériel une partie de son esprit qui déjà était en dehors du monde de la mort, mais qui a besoin de la mémoire expérientielle des vies antérieures de certaines personnalités pour que se fusionne dans le corps matériel ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'âme étant une mémoire expérientielle que tous les hommes possèdent, et l'esprit étant cette partie de l'homme indivisible qui vit et qui exécute et qui évolue au-delà des plans de l'âme. Et cet esprit est une conjugaison vibratoire atomique de très haute vibration qui, lorsque l'homme meurt, ne retourne pas au monde de la mort, mais retourne au monde de l'esprit universel où il est étudié par les intelligences dans ces mondes de lumière pour référence future lorsque, dans le futur, il y aura incarnation. Ce n'est pas suffisant pour un être biologique, une unité biologique, d'avoir seulement une âme. Si un être humain avait simplement une âme, il serait effectivement ce que l'on peut appeler un zombie. Un zombie, c'est un être biologique, une unité biologique qui possède une âme, c'est-à-dire qui est doué d'une faculté de mémoire contrôlée par le monde ou du monde de la mort. Et pour empêcher que les unités biologiques ou les unités raciales ou les unités génétiques sur les globes en évolution soient robotisées ou aient une conscience zombique, ces êtres sont dotés d'une intelligence qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais qui fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui communément l'esprit sur la Terre, mais qui effectivement fait partie d'une construction architecturale qui est manipulée vibratoirement et construite et perfectionnée par des intelligences qui sont en dehors du monde de la mort et qui font partie de ce que nous pourrions appeler les mondes de l'éternité. Et ce sont les mondes de l'éternité, c'est-à-dire ces mondes infinis où la seule réalité qui existe est la perfection de leur lumière, qui dirigent sur les globes en évolution dans le cosmos l'évolution des êtres biologiques dotés d'une âme telle que les hommes. Et lorsqu'un homme a atteint un niveau d'évolution suffisant, c'est-à-dire que lorsqu'un homme possède un esprit suffisamment évolué, cet esprit n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, c'est-à-dire que cet esprit n'a plus besoin de retourner au monde de la mort, c'est-à-dire que cet esprit n'a plus besoin de la mémoire astrale, c'est-à-dire que cet esprit est suffisamment fort et capable et perfectionné pour détruire la mémoire de l'âme et libérer son esprit. Et à ce moment-là, lorsqu'il libère son esprit, il devient un être descendant. Et devenant un être descendant, il a la faculté, l'obligation, le mandat d'étudier le comportement humain sur les globes où il descend, afin de préparer une nouvelle évolution, une nouvelle race ou un nouveau département pour l'évolution de cette race. Pour bien comprendre le phénomène de l'incarnation et le phénomène de la réincarnation, il faut, à la fin du XXe siècle, commencer à penser d'une façon neuve, c'est-à-dire commencer à réaliser que les notions que nous avons, les hommes, font partie de l'évolution et font partie des idées provenant de la mémoire de l'humanité, gardées dans le monde de la mort et véhiculées par télépathie chez l'homme par la faculté de la pensée humaine. De sorte que l'homme aujourd'hui qui vit sur la terre, qui s'incarne ou qui se réincarne, doit un jour réaliser
que le phénomène de réincarnation est un phénomène qui doit être mis en doute, non pas parce qu'il n'est pas véritable, mais parce que la valeur psychologique du phénomène de réincarnation est une valeur qui est déjà imprimée dans son cerveau pour le bénéfice des intelligences astrales, afin de lui permettre à cet homme de toujours se mémoriser ce qu'il a été au début, auparavant, expérientiellement dans une autre personnalité. De sorte qu'un homme qui est forcé, à cause de la connexion télépathique avec le monde de la mort, par le biais de la pensée humaine, de se mémoriser par le biais de son mental et de son émotivité, ce que vous appelez le caractère, ce qu'il a été au début d'une façon subliminale, est obligé éventuellement de restreindre le pouvoir de son esprit, c'est-à-dire de restreindre le perfectionnement de son esprit pour que se perfectionne son âme. Et il est là le danger du concept de la réincarnation. Je n'ai absolument rien contre le concept de la réincarnation, parce que le concept de la réincarnation est un concept viable si nous regardons l'homme comme étant une unité biologique qui a la faculté de revenir dans la matière, avec la faculté additionnelle de se repérer constamment sur le plan émotionnel et mental, d'une façon très très subliminale, au niveau de sa conscience atomique, de se repérer, de se référer à sa mémoire d'âme. Mais la faculté de l'incarnation, ou le phénomène de réincarnation, qui est effectivement un phénomène astral, qui est effectivement un phénomène de retour dans la matière pour retourner à la mort et pour retourner à la matière et ainsi de suite, de façon cyclique, c'est un phénomène qui doit éventuellement être mis en doute, non pas parce qu'il n'est pas véritable, comme je disais, mais parce qu'il y a des hommes sur la Terre qui ne sont pas des êtres réincarnés. Ils peuvent être des êtres incarnés. Et un homme, à un certain moment de sa vie, doit réaliser s'il est un être incarné ou réincarné. Et s'il est un être incarné, c'est-à-dire que s'il possède encore la mémoire ou le lien avec le monde astral, il est possible qu'il soit obligé de briser cette mémoire éventuellement pour cesser ce phénomène de réincarnation qui n'est en fait que le retour dans la matière de l'exécution des plans ancestraux de sa mémoire liés à sa personnalité pour le but simplement de créer dans le monde de la mort des espaces qui puissent servir à habiter l'homme, c'est-à-dire que son cerveau puisse servir de demeure à ces êtres. L'homme comprendra un jour que le monde de la mort n'est pas une dimension parallèle telle que nous pouvons le concevoir d'une façon, du point de vue d'une notion spatiale, que le monde de la mort est effectivement une condition vibratoire permettant à des intelligences d'habiter le cerveau de l'homme. Autrement dit, le monde de la mort sur la Terre est un monde qui n'existe que parce que les hommes ont suffisamment d'espace dans leur cerveau pour que habitent ces mémoires, autrement dit, ces personnalités qui n'ont plus le pouvoir du corps vital, qui n'ont plus le pouvoir du corps mental, qui sont simplement de la mémoire humanité et qui sont simplement un aspect de l'humanité historique en évolution sur des plans qui doivent éventuellement retourner à la matière pour le perfectionnement de l'homme et effectivement le développement de l'esprit de l'homme. Lorsque le monde de la mort n'existera plus parce que les hommes sur le plan matériel auront atteint un niveau d'évolution dans l'esprit suffisamment élevé pour permettre que la mémoire de l'âme cesse son activité, à ce moment-là, les hommes cesseront de mourir, commenceront lentement à s'immortaliser, et à la fin de la 7e race, les hommes sur la Terre seront immortels et automatiquement n'auront plus besoin de vivre le phénomène de réincarnation, c'est-à-dire que le corps astral de l'homme ne servira plus à enregistrer des impressions dans le mental et dans l'émotionnel qui sont liées à des personnalités qui sont déjà mortes. Et automatiquement, l'homme, au lieu de vivre sur la Terre en tant qu'être réincarné, il pourra être sur la Terre ou sur un autre globe en tant qu'être incarné, c'est-à-dire en tant qu'être mandaté par des intelligences qui sont en dehors du monde de la mort, qui font partie du monde de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le monde de l'esprit, autrement dit de ces mondes perfectionnés qui sont les mondes de la lumière. C'est un peu... Il y a donc 3 états, le zombie, celui qui se réincarne, et celui qui est un être sans réincarnation, mais qui vient pour une première fois. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas des zombies, nous autres, actuellement? Bon. Il y a des gens, souvent, qui me demandent pourquoi l'homme est-il sur la Terre? Pourquoi
l'homme a-t-il été créé? Pourquoi l'homme devait-il descendre dans la matière si un jour il doit retourner à l'éther lumineux? Pourquoi tout ce bordel? Pourquoi toute cette souffrance de l'humanité? Et la raison est très simple. C'est que l'homme, quand il a commencé, quand il est descendu dans la matière, la partie de lui qui a voulu demeurer dans la matière, ce n'était pas son esprit, c'était son âme. C'est l'âme de l'homme qui a attiré l'esprit de l'homme et qui a tellement brouillé l'esprit de l'homme que l'homme, après des millénaires, en est venu à un point, à cause de son corps astral, qui ou dont l'expression dans le monde matériel se fait par le biais des sens, l'homme a voulu demeurer de plus en plus longtemps en la matière. Mais ce sont les forces de l'âme qui ont fait en sorte que l'homme descende dans la matière. Mais un jour, l'homme s'avisera de ceci. Un jour, l'homme s'avisera que la notion qu'il a du plaisir de la matière, la notion qu'il a du bien-être de la matière, est une notion qui est liée à sa mémoire d'âme. Que cette notion n'est pas une notion venant de son esprit, puisque l'esprit de l'homme ne peut pas penser. Et je prends l'occasion de cette conférence, de cette, de cette rencontre avec le public, pour jeter un peu de lumière sur la notion de l'esprit et de la pensée de l'homme. L'homme a la notion, c'est-à-dire que l'homme a l'impression, c'est-à-dire que l'homme est imbu d'un aspect de sa réalité qui ne convient pas à son esprit, mais qui convient à l'âme. Autrement dit, l'homme découvrira un jour que ce qu'il conçoit, lui, comme étant son esprit, n'est en fait que la manifestation, la manipulation, la continuité de l'influence de son âme sur son émotion et son mental. Et un jour, lorsque l'homme aura compris, aura saisi, réalisera ce que c'est que de l'esprit, il ne sera plus entiché par le pouvoir de son âme sur son mental et sur son émotionnel. Et à ce moment-là, l'homme commencera à vivre d'une conscience que j'appelle pour le temps présent une conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas douée de la faculté psychique de la pensée pour le bénéfice vibratoire de l'âme, afin d'enraciner l'homme dans une mémoire qui convient à son expérience mentale et émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, l'homme commencera à réaliser pourquoi il est descendu sur la terre, et il commencera à comprendre que ce n'est pas les forces de la lumière qui ont poussé l'homme vers la matière, que ce sont les forces de l'âme, c'est-à-dire les forces astrales, c'est-à-dire les forces qui doivent éventuellement de plus en plus dominer la matière de l'homme contre le pouvoir de son esprit, afin que l'homme ne puisse jamais être dans l'intelligence, c'est-à-dire dans la lumière de son esprit. Et cette question qui m'est venue de tous les coins, de toutes sortes de personnalités, question qui bafoue l'esprit de l'homme, question qui est intelligente en soi et qui nécessite une réponse intelligente, est une question fondamentale chez l'être humain. Pourquoi sommes-nous obligés de descendre dans la matière si un jour nous devons retourner à l'éther lumineux? Et ce n'est pas que nous sommes obligés de descendre dans la matière, mais nous avons été... Il y a une expression anglaise qui est très précise. We have been dragged into matter. We have been pulled down into matter. And we have been so pulled down into matter by the soul energies that we have no more capacity to draw ourselves out of the mud. Autrement dit, nous avons été amenés à descendre dans la matière contre le gré de notre esprit. Parce que notre esprit était insuffisant dans son intelligence pour combattre le pouvoir astral de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme déjà avait monopolisé
la faculté intellectuelle et émotive de l'homme. La faculté intellectuelle donnant à l'homme la mémoire et la faculté émotive de l'homme donnant à l'homme la soif de ses sens et permettant ainsi de galvaniser son intelligence, réduisant ainsi le pouvoir de son intelligence et rendant effectivement l'âme plus puissante que son esprit. Et c'est pour ça que les hommes sur le globe terrestre, qui ont immortalisé leur corps matériel et qui sont devenus des exemples ultimes, des formes idéalistes de la possibilité humaine, telles que le Nazaréen, le Christ, les grands prophètes du temps passé, ils se comptent sur les doigts. Mais avec l'évolution qui vient, la formation de la 6e race, de la 7e race de l'homme, il y aura beaucoup plus lentement, graduellement au cours de l'histoire d'hommes qui auront compris le pouvoir de leur esprit et qui auront compris finalement que l'esprit de l'homme doit dominer l'âme de l'homme et que lorsque l'esprit de l'homme domine l'âme de l'homme, le pouvoir de l'âme cesse, l'homme ne peut plus se réincarner, l'homme peut s'incarner s'il le veut pour faire un travail d'évolution et s'il ne le désire pas, il demeure dans des plans supérieurs à la matière. Et autant les théologies occidentales, autant les systèmes philosophiques orientaux, autant les systèmes spirituels occidentaux et orientaux ont empêché que l'homme réalise que l'esprit de l'homme est plus important que l'âme de l'homme. Et si vous regardez dans les textes, dans les canons qui ont dirigé la pensée de l'homme depuis des siècles, vous verrez toujours qu'on dit l'homme doit sauver son âme. Et la fumisterie a été poussée à un tel point, non pas par les hommes, parce que les hommes sont simplement des êtres qui représentent sur le plan matériel l'activité du monde de la mort sur le plan des vivants. Mais les hommes ont été tellement pris à cause de leur intellect et de leur émotivité, à cause du fait qu'ils n'ont pas contact avec leur propre esprit, par cette donnée que toute l'humanité aujourd'hui subit le résultat de cette fumisterie, et cette fumisterie est tellement grande qu'elle est la raison pour laquelle l'homme n'a aucun contrôle sur sa mort matérielle, c'est-à-dire pourquoi l'homme n'a aucun pouvoir sur son corps physique, c'est-à-dire pourquoi l'homme n'a pas accès à sa destinée. Pourquoi l'homme ne peut pas tracer dans le feu et avec le feu de son esprit sa destinée? Parce qu'il est assujetti à son âme. Et si l'homme n'avait pas d'esprit, autrement dit, parce que l'homme commence dans les mondes lumineux de l'éther. Ensuite, la partie inférieure de l'homme qui s'est développée au cours des millénaires et qui a donné à l'homme la raison d'être qu'il possède. Ces hommes qui n'ont pas accès à leur esprit, et je parle de l'humanité, qui n'a pas accès à son esprit, a été obligé de rendre le pouvoir à l'âme. Et s'il n'y avait pas eu d'esprit dans l'homme, s'il n'y avait eu que de l'âme dans l'homme, l'homme aujourd'hui serait un zombie, et c'est exactement ce qui se produit dans les mondes de l'Amérique du Sud, ou dans les mondes de la Jamaïque, certains pays où on pratique le voodoo et la magie noire. Qu'est-ce que l'on fait? On fait ressusciter dans la nuit des corps, mais qui sont dotés de quoi? Ils sont dotés de l'âme. Et les corps qui sont dotés d'une âme, qui n'est pas nécessairement l'âme de celui qui vivait auparavant, mais une autre, les corps qui sont dotés d'une âme sont des zombies. Parce que les corps qui sont dotés d'une âme et qui n'ont pas un esprit, n'ont pas la connexion avec le cosmos. Et l'homme est fait en deux parties. L'homme a un corps physique, il a un corps vital, il a un corps émotionnel, il a un corps mental. Ça, c'est la partie inférieure de l'homme, c'est la partie planétaire de l'homme. C'est la partie expérientielle de l'homme. Mais il y a la partie cosmique de l'homme. Et la partie cosmique de l'homme, à l'intérieur de laquelle s'exécutent les trois principes cosmiques de l'homme, l'amour, la volonté et l'intelligence, ces principes-là font partie de l'esprit de l'homme. Ils ne font pas partie de l'âme de l'homme.
L'âme n'a aucune idée de l'amour cosmique, de la volonté cosmique et de l'intelligence cosmique parce que ces trois principes font partie de l'esprit de l'homme. Et pour qu'un homme soit complet, il faut que ces trois principes cosmiques-là se lient avec les quatre principes inférieurs et à ce moment-là, vous avez un homme complet. Mais si l'homme n'a pas de volonté, d'intelligence et d'amour, autrement dit, n'est pas doté de ces principes cosmiques-là, à quelque niveau que ce soit, à ce moment-là, il a simplement la mémoire de l'âme qui s'enregistre dans son mental, dans son émotionnel et dans son vital, et automatiquement, l'homme est contrôlé par l'âme, et automatiquement, l'homme est un zombie, et c'est ce qui se produit dans les actes de magie noire. L'acte de magie noire, le voodoo, force une âme à descendre dans un corps matériel et effectivement peut le ressusciter, ce corps matériel, d'une façon un peu plastique, mais le ressuscite quand même et le porte à quoi? Le porte à vivre ou à faire des expériences sur le plan matériel qui sont directement en ligne avec une pensée qui est totalement négative, c'est-à-dire qui cherche à dominer par le biais de ce corps qui est sous le contrôle d'une âme déjà défunte, pour le bénéfice d'un ego quelconque qui est totalement satanique. Alors, le point que je veux faire dans toute cette conversation, c'est que l'homme doit un jour réaliser que là où il y a réincarnation, il y a l'activité de l'âme. Là où il y a simplement incarnation, il y a activité de l'esprit. Et là où il y a incarnation mandatée pour un travail quelconque sur une planète, il n'y a aucune activité de l'âme, il y a simplement activité de l'esprit. C'est pour ça que les hommes qui sont mandatés dans une incarnation quelconque, qu'ils fassent partie de n'importe quel corps de gouvernement invisible, lorsqu'ils viennent sur une planète, n'ont pas besoin d'avoir de mémoire, parce que la mémoire fait partie de l'activité de l'âme. Alors, n'ayant pas besoin de mémoire, ils sont simplement liés à l'esprit. Et étant liés à l'esprit, ils sont dans leur propre esprit, parce que pour que l'homme soit lié à l'esprit universel, il faut qu'il ait lui-même accès à son propre esprit. Et à ce moment-là, la connexion entre l'esprit universel et l'esprit humain permet que l'homme puisse enregistrer de l'information sur le globe, faire descendre de la connaissance sur le globe, sans avoir à penser à la connaissance, sans avoir à penser à ce qu'il sait, à ce qu'il dit, et sans avoir à enregistrer dans la mémoire ce qu'il fait. Alors, ça c'est un peu l'aspect du phénomène de réincarnation et d'incarnation. La pensée est donc une faculté de l'âme. La pensée est une faculté empruntée par l'âme. Ce n'est pas une faculté de l'âme, c'est une faculté de l'esprit, mais elle est utilisée par l'âme. Parce que il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée subjective et il y a la pensée objective. La pensée objective est une communication télépathique entre l'esprit de l'homme et d'autres esprits. Autrement dit, un homme qui a une pensée objective ne pense pas. Il ne peut pas penser, c'est impossible, parce que penser, c'est un phénomène totalement planétaire. Alors, si l'homme a une conscience cosmique, il n'y a pas besoin de penser, il parle avec, il est en communication. Alors, là où l'homme est inconscient et vit une pensée subjective, la pensée qu'il pense est une pensée qui est façonnée, qui est incrustée, qui est faite qui est construite de mémoire. Et la mémoire, elle est de qui? Elle est d'où? Elle est de l'âme. C'est pourquoi les hommes sont, quelle que soit leur éducation, quelle que soit leur érudition, les hommes seront toujours ignorants tant qu'ils ne seront plus capables de penser subjectivement, c'est-à-dire de se servir de la mémoire de l'âme pour rendre palpable à leur esprit des aspects de cette mémoire sur lesquels l'esprit n'a aucun pouvoir, parce que l'esprit étant incapable de réaliser la profondeur de lui-même parce qu'il n'a pas sa connexion avec sa propre infinité, n'est pas capable de lui-même de renverser le rôle de la pensée subjective, de renverser le rôle de la notion, de renverser la notion, de renverser la forme, pour libérer l'esprit, pour le libérer lui-même de la puissance mémorifique de l'âme sur lui-même. C'est pour ça que tous les hommes qui iront vers l'évolution de la 6e et de la 7e race
seront obligés à un certain moment de vivre la grande solitude de l'ego, c'est-à-dire de vivre cette période où l'esprit est confronté à l'âme, c'est-à-dire où l'esprit, dans son intelligence qui commence à s'éveiller, est confronté à la mémoire extraordinaire de l'âme. Et cette mémoire de l'âme qui le bombarde constamment dans un flux que nous appelons la pensée de l'évolution, qu'il faut sauver son âme, un jour les hommes comprendront qu'il ne faut pas sauver son âme, il faut libérer son esprit. Et lorsque nous libérons notre esprit, nous détruisons la mémoire de l'âme et nous ne gardons que l'énergie de l'âme pour manipuler la matière et extrapoler le pouvoir de l'esprit sur la matière. Ce que font tous les immortels. Maintenant, Bernard, est-ce qu'on peut parler du processus d'incarnation? D'après ce que j'ai pu voir, il y aurait le processus d'un être qui se meut parce qu'on lui insuffle une âme de gré ou de force, ça fait un zombie. Il y a eu l'incarnation d'un être de lumière, Jésus de Nazareth ou le Christ ou d'autres, qui sont des êtres peut-être descendants, le processus n'est pas le même que pour tout le monde qui passe par l'acte sexuel. Alors, quels sont les processus de l'incarnation? Les processus de l'incarnation sont des processus de triage. Dans le monde de la mort, l'homme, l'être qui doit s'incarner, passe par un triage. C'est-à-dire que tous les êtres ne peuvent pas s'incarner. Il y a des êtres qui voudraient s'incarner, mais qui ne peuvent pas s'incarner. Il y a des conditions historiques, il y a des conditions de karma, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de mémoire qui font que des êtres doivent s'incarner plus tard. Il y a aussi des conditions de l'esprit. Il y a des êtres qui, au niveau de leur esprit, ne peuvent pas retourner dans le monde de la vie matérielle avant un certain temps, parce que l'esprit est encore en étude par les intelligences qui sont dans les mondes, dans les éthers de la lumière. Alors, ne s'incarne pas sur la terre qui veut, mais s'incarne sur la terre qui peut. Mais dans le nombre d'êtres qui veulent, qui cherchent, ou quand je parle d'êtres, je parle de ces personnalités dans le monde de la mort qui cherchent à s'incarner, il y a un très très grand nombre qui n'ont pas suffisamment de sagesse pour s'incarner dans un temps qui leur serait bénéfique. Et nous sommes un peu dans cette expérience-là présentement. C'est pour ça que le problème de population dans le monde est si vaste. Plus ça va mal sur la Terre, plus les êtres qui sont dans le monde de la mort veulent s'incarner, parce que plus ils ont la chance, à cause de l'expérience extraordinaire qui se vit dans un temps où le cycle va vers sa fin, et ces êtres ont la chance d'exploiter des possibilités de vie qui pourraient leur permettre éventuellement d'atteindre les mondes de la lumière, c'est-à-dire les mondes de l'intelligence. Et leur grande souffrance, ces êtres, c'est de ne pas pouvoir le faire. Alors, il y a des conditions qui permettent à un être dans le monde de la mort de s'incarner, et ces conditions sont établies, sont régies par l'esprit de l'être, ou sont régies par des êtres supérieurs à l'esprit de l'être. Autrement dit, ce sont toujours des êtres supérieurs qui entrent dans ces mondes et qui donnent le OK. Un être qui est mort ne peut pas s'incarner comme il veut. Il doit s'incarner comme il peut. Mais lorsque la vie devient extrêmement bouleversée sur une planète, il y a extrêmement d'activité, il y a une surexcitation des âmes pour s'incarner, et cette surexcitation sert souvent les êtres qui sont dans les mondes de l'esprit ou les mondes éthériques de la lumière, parce que lorsqu'il y a trop de surexcitation dans le monde de la mort, il y a un déséquilibre dans les forces. Et le déséquilibre dans les forces crée ce que nous appelons des contagions d'esprit. Une contagion d'esprit dans le monde de la mort, c'est une sorte de déséquilibre dans les éthers qui fait que des éthers deviennent tellement ténébreux, tellement sombres, que les forces se ramassent. Et lorsque trop de forces de basse vibration se ramassent dans un coin de ces éthers-là, à ce moment-là, il y a forcément des guerres. Et un homme qui a moindrement l'option ou la capacité d'aller dans le monde, dans ces mondes-là, s'aperçoit qu'il y a effectivement des guerres. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a une guerre dans ces mondes? Nous vivons une guerre ici.
Parce que il y a communication, il y a connexion. L'homme un jour découvrira que le monde matériel est un monde qui est directement lié au monde de la mort. Alors si ça va bien dans le monde de la mort, ça va bien ici. Si ça va trop mal là-bas, ça va trop mal ici. Un va avec l'autre. Et c'est un cercle vicieux parce que plus ça va mal ici, plus ça retourne dans le mal là-bas et ça continue comme ça. Et à un certain moment, il faut que cette loi soit brisée, que ce principe soit brisé, et c'est pour ça qu'il y a un certain contrôle qui est exécuté par les êtres, les esprits. Je n'aime pas le mot esprit, moi. Je m'en sers parce que les gens doivent entendre un mot qui leur convient un peu, qui leur donne un peu une habitude de penser d'une certaine façon. Mais il y a des intelligences qui sont obligées de fracturer cette activité. Et c'est ce qui va se produire à la fin du cycle. À la fin du cycle, les êtres de lumière vont briser ce combat constant qui se produit dans le monde de la mort pour que, ici, sur le plan matériel, cessent les activités de guerre. Autrement dit, c'est toujours la lumière qui domine l'évolution des mondes. Alors même si sur une planète, sur un globe, ça va très mal parce que les hommes sont très inconscients et que les hommes reflètent trop bien le monde de la mort, les bas-fonds du monde de la mort, à un certain moment, il faut qu'il y ait un équilibre de fait. Et ce sont les intelligences qui dirigent les gouvernements invisibles qui s'occupent de ce travail. À ce moment-là, nous appelons ça la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Maintenant, le processus, mais du côté mécanique. Là, vous venez nous parler du processus d'incarnation plutôt sur le côté spirituel, mais sur le côté mécanique, on est des êtres biologiques, mais comment cette biologie se fabrique-t-elle? La biologie humaine, elle est fabriquée sur le plan éthérique. Le plan physique subit ses propres lois. Ce qui permet, prenons le cas de la race, d'une race. Bon. Alors, une race procrée, elle a des enfants, les enfants ont des enfants, ainsi de suite. S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de grandes catastrophes, s'il n'y a pas de tremblement de terre pour éteindre la race, s'il n'y a pas de grandes maladies, de grands fléaux, la race continue. Mais ça sert les intérêts du monde de la mort qu'une race sur le plan matériel continue. Parce que lorsqu'il y a une race, aussitôt qu'il y a un code génétique qui n'est pas rupturé, qui n'est pas affaibli dans sa consistance, dans son histoire, dans son histologie, automatiquement, il est possible à ces êtres de revenir ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des corps éthériques, des corps vitaux. Et c'est très facile pour eux de recréer un corps vital. Je vais vous expliquer comment les morts créent des corps vitaux. Un mort crée un corps vital lorsqu'il est prêt à se ressusciter. Alors, pour qu'un mort se ressuscite, il faut qu'il lui soit donné permission de revenir ici. Parce qu'un mort est ressuscité lorsqu'il vient ici. Quelle que soit la période de temps qu'il vit de l'autre côté, pour lui, c'est une attente terrible. Alors, même s'il est dans des hauts plans, c'est quand même une attente parce qu'il est prisonnier du temps comme nous sommes prisonniers de l'espace. Alors, lorsqu'il est permis à un être de se ressusciter, à un mort de se ressusciter, il crée non pas un son, il crée l'idée d'un son. Parce que les morts n'ont pas la capacité de créer des sons. Parce que pour créer un son, il faut de l'esprit. Parce que le son vient de l'esprit. Mais ils peuvent créer l'idée du son. Et la raison pour laquelle ils peuvent créer l'idée du son, c'est parce qu'ils ont la mémoire du son. Et ayant la mémoire du son, ils ont la mémoire de la forme du son. Et en ayant la mémoire de la forme du son, comme ils ne sont pas régis par les lois de la matière, que leur réalité, que leur plasma, si vous voulez, est totalement supérieur en vibration au plasma éthérique vital. Ils sont capables, de par une volonté qui n'est pas une volonté réelle, mais qui est une volonté de mémoire, d'appeler à leur secours un plan inférieur qui est le monde de l'éther. Alors, en appelant à leur secours un monde inférieur qui est inférieur à leur vibration, ils ont la capacité de créer une forme éthérique. Et c'est ce double éthérique qui éventuellement sert à donner dans l'homme la force vitale qui permet
à toute la génétique humaine de continuer. Alors, dans le monde de la mort, il y a des êtres qui ne s'occupent que d'une chose, de vérifier que dans le monde se continue la génétique humaine. C'est pour ça que aussitôt qu'une femme a un enfant, aussitôt qu'une femme a une relation avec un homme, ces êtres surveillent si elle sera, oui ou non, génétiquement probante. Alors, si une femme, s'ils voient, eux, parce qu'ils sont dans une sorte ils voient sur un autre plan, alors ils ne voient pas la matière comme nous la voyons, ils ne sentent pas la matière dans sa solidité, ils voient l'énergie. Et aussitôt qu'ils réalisent qu'il y a eu connexion sur le plan génétique entre l'homme et la femme, ils commencent à créer le véhicule. Et en créant le véhicule, automatiquement, à cause de la connexion entre le monde de la mort et le monde de la vie ici, l'enfant, le fœtus, grandit. Le matériel génétique se développe. Le matériel génétique ne se développe pas par lui-même. Le matériel génétique, c'est simplement du matériel chimique. Le matériel génétique a besoin d'un fluide pour vivre. Et le fluide fait partie de leur activité. Et s'il manque leur coup, à ce moment-là, il y a une déformation. Et s'il ne manque pas leur coup, ça fonctionne. Autrement dit, le corps vital de l'homme est créé par des intelligences dans le monde de la mort, et aussitôt qu'un être humain a une relation avec un autre être humain, un homme et une femme, et qu'il y a possibilité de continuité dans le matériel génétique, ces êtres commencent déjà à créer ce corps-là. Et ils le nourrissent, ils le nourrissent, ils le nourrissent, ils le nourrissent, ils le nourrissent. Éventuellement, il y a un véhicule physique pour la réception éventuelle d'un corps astral et d'un corps mental. À quel moment le monde de l'esprit ou l'esprit entre dans cet enfant ou dans ce nouvel être? Ça c'est une question intéressante. Nous disons qu'un être humain est humain lorsqu'il a une mémoire. Alors, lorsqu'il a une mémoire, c'est-à-dire lorsqu'il a une âme. Alors, lorsqu'un être a une âme, il est humain, c'est-à-dire que lorsqu'il a la capacité de respirer. Alors, ce qu'on appelle le corps astral entre dans l'homme, se lie avec le corps vital lorsque le bébé sort du ventre de la mère et commence à respirer. Ce que vous appelez, ou ce que les anciens appelaient le souffle de la vie. Alors, la faculté de respirer est directement liée à l'activité de l'âme. Alors, à l'intérieur du ventre de la mère, c'est du matériel génétique. Il y a un corps vital qui se développe, qui soutient toute la chimie, toute la physiologie de l'être. Et aussitôt qu'il est prêt à sortir, qu'il commence à respirer, le docteur lui donne une petite tape sur les fesses, pour activer. Là, il y a la liaison entre le corps astral et le corps vital. Mais l'esprit, à quel moment donné, devient-il un être animé d'un esprit? Alors, l'homme devient un être animé d'un esprit lorsque l'atome du corps mental commence à développer. Et lorsque l'atome du corps mental commence à se développer, nous voyons lentement que l'esprit, ce que vous appelez vous l'ego commence à se développer. Mais ça commence très très lentement. L'homme qui vient au monde est doté d'un corps vital pour la survivance, il est doté d'un corps astral, et ce corps astral, il est manipulé vibratoirement par le monde de la mort. Et jusqu'à 3 ans, il y a des intelligences dans ces mondes qui aident cet être à fonctionner. Vous regardez un petit enfant, beaucoup de ses activités nous semblent intelligentes. Il y a de l'intelligence, effectivement, de l'autre côté, mais c'est presque automatique. Ils sont presque sur le automatic pilot. Et après 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, là, il commence à se développer une sorte d'identité, et l'atome du corps mental se développe. Et à 7 ans, l'atome du corps mental est stabilisé. Et ce que vous appelez l'âge de raison. Et lorsque l'atome du corps mental est stabilisé, à ce moment-là, l'homme est doté
de son esprit. Il est doté de l'atome de son esprit, et cet atome ensuite continue à se développer, et vous avez le développement du corps mental, et ceci se stabilise à l'âge de 21 ans. Et c'est là que se fait le travail. Du moment de sa naissance jusqu'à l'âge de la puberté, il ne peut pas se reproduire, cet être. Comment est-il considéré dans son évolution par rapport à l'ensemble du grand plan? Il ne peut pas se reproduire. Avant la puberté, il est donc un être incapable de se reproduire. Oui. Il n'intéresse pas le monde des morts, puisque le monde des morts ne pourront pas s'en servir pour... Oui. Quelle est votre question? Il y a une période de no man's land pour les morts. C'est un être qui s'incarne, d'accord, il vient du monde des morts, mais avant de pouvoir servir le monde des morts, avant de pouvoir reproduire la vie semblable, il y a une période de quelques années où c'est un être qui échappe à leur contrôle ou à leur intérêt. Non, il n'échappe pas à leur contrôle parce que durant cette période, son corps émotionnel se développe, son corps mental se développe, et pendant que se développe le corps émotionnel et le corps mental, les influences du monde de la mort continuent à agir sur lui, soit par l'éducation, soit par la société, soit par... Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'on remarque que beaucoup de phénomènes parapsychologiques, paranormaux, communication avec les morts, poltergeist, etc., ça se produit dans cette période de temps, justement. Oui, parce que quand un être est jeune, il n'a pas, son corps astral n'est pas totalement ajusté. Vous savez que le phénomène psy, ce qu'on appelle le phénomène psy, surtout dans les cas les plus extraordinaires, est un phénomène de débalancement. Les gens qui sont psychiques sont des gens qui sont débalancés. Être psychique, ce n'est pas normal. Être intelligent, c'est normal. Mais être intelligent n'implique pas nécessairement être psychique. Il y a une subtile différence entre être intelligent et être psychique. Et quand je parle d'être intelligent, je le parle dans un sens qui est au-dessus de la normale humaine. Je parle d'un être, quand je parle d'intelligence, je parle de cette sorte d'intelligence qui, vue du point de vue de l'être inconscient qui est psychique, peut rappeler ou peut donner l'impression d'une faculté psychique. Être psychique, c'est une faculté qui est directement le produit de l'activité astrale chez l'homme. Un être peut être intelligent, mais il n'est pas psychique. Ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas des pouvoirs. Mais il n'est pas psychique dans ce sens que l'activité psy est sous son contrôle. Il n'est pas, lui, affecté, influencé, il n'est pas assujetti à la faculté psy. Et si nous regardons les êtres dans le monde qui ont des facultés psy, ce sont des êtres qui sont souvent malheureux de leur faculté psy. Ils souffrent de leur faculté psy, ou leurs facultés psy peuvent leur donner une certaine gloire, qui peuvent plus tard les amener à une certaine souffrance. La faculté psy crée chez l'homme une souffrance. Regardez Edgar Cayce. Edgar Cayce, qui était un des grands voyants, souvent disait durant sa vie qu'il aurait préféré être un homme ordinaire. Les grands voyants que nous connaissons, ou les grands télékinésistes que nous connaissons, comme en Russie par exemple, sont obligés de vivre dans des conditions d'expérience scientifique sous le regard du Politburo pour le bénéfice militaire de la Russie, et en arrivent éventuellement à être absolument à bout de force parce qu'ils s'exténuent dans la manifestation de leur faculté psy. Moi, je ne connais pas d'hommes sur le globe qui ont des facultés psy et qui sont heureux de leur faculté psy. Leur faculté psy, à un point ou à un autre, soit les mettent dans une condition
une condition de pagination internationale où ils sont forcés d'être des vedettes. Prenons l'exemple de Yuri Geller. Je ne veux pas discuter le pour ou le contre de Yuri Geller, mais je veux montrer le fait que lorsqu'un homme a une faculté psy comme celle qui a été rapportée, automatiquement il est escorté sans cesse par des journalistes, il n'a plus de vie privée, il est escorté aux États-Unis par la police militaire, qu'il aille n'importe où, il est escorté. Alors, les hommes qui ont des facultés psy, comme ce bonhomme aux États-Unis qui a la faculté de projeter des images mentales sur une caméra, c'est un autre qui est voué à la boisson et à l'alcoolisme. Et moi, je suis peut-être dans une très très bonne position pour parler des hommes qui ont des facultés psy, parce que je rencontre beaucoup de gens, et j'ai remarqué que les êtres qui ont des facultés psy sont tous affectés par leur psychisme. Pourquoi? Parce que la faculté psy est une faculté donnée à l'homme par des êtres qui sont sur d'autres plans et qui se servent de leur corps astral et en le désaxant, autrement dit, en l'impressionnant magnétiquement à une trop haute échelle, désaffectent ce corps astral et au lieu que ce corps astral, qui est un très beau corps, serve à l'homme, ils servent à ses forces, un peu comme le petit garçon en Angleterre qui, à cause de ses facultés psy, est obligé, sa mère revient le soir à la maison, de se retrouver accroché au plafond et elle a toute la misère du monde de le faire descendre. Alors, pour moi, c'est une opinion qui est totalement personnelle, je condamne le psychisme. Et je sais qu'un jour, les hommes ne seront plus psychiques, ils seront simplement extrêmement puissants dans leur vibration éthérique. Ce n'est pas par le biais du corps astral affectant le corps éthérique que les hommes auront le pouvoir sur la matière, mais ce sera par le biais direct du corps éthérique sur la matière, et ces hommes n'auront aucunement de domination sur leur corps astral, et ils seront eux-mêmes en contrôle de leur activité vibratoire supérieure. Et à ce moment-là, nous ne parlerons plus de psychisme, de faculté psy, mais nous parlerons du pouvoir de la conscience vibratoire de l'homme sur la matière. On semble rendu loin du thème principal de la soirée qui était l'incarnation, mais si on est rendu devant des phénomènes manipulés par le monde de l'astral, dans la loi de l'incarnation, se peut-il que des gens soient victimes de leur incarnation, d'une incarnation qu'ils n'ont jamais voulu et qui leur est imposée, c'est-à-dire être manipulés non seulement après être nés, mais être manipulés avant d'être nés? Non. Lorsqu'un homme se réincarne, l'activité ou la descente dans la matière fait partie de sa mémoire. Dans les termes simplistes, nous disons l'homme récolte ce qu'il a semé. Ceci veut dire que l'homme qui s'incarne se réincarne avec une disposition qui est déjà enregistrée dans sa mémoire, et cette disposition fait partie de son caractère, et son caractère est la programmation de cette mémoire qui fait partie de non pas de la conscience de l'âme, mais de l'organisation atomique de l'âme. Alors, un homme qui s'incarne pour un plan de vie qui coïncide avec l'évolution de son âme, et ce plan de vie est très bien exécuté. Il n'est pas exécuté nécessairement parfaitement, mais il est très bien exécuté, dans ce sens que l'homme qui s'incarne avant la réincarnation a eu une idée de son plan de vie, mais l'idée qu'il a de son plan de vie est une idée qui convient à la mémoire de l'âme. Si cet homme, pour une raison ou une autre, devait posséder un esprit supérieur, à ce moment-là, à un moment donné, son plan de vie serait arrêté et il entrerait dans sa destinée. Alors, tant que les hommes vivent un plan de vie, tant que les hommes sont capables d'aller voir une cartomancienne, par exemple, ou un voyant, et de se faire lire leur plan de vie, effectivement, le voyant peut voir dans l'astral, il peut voir que, à cause de l'information qu'il reçoit dans l'astral, telle probabilité se développera sur le plan matériel. Ceci est exact. Le point n'est pas là. C'est qu'un homme doit être suffisamment dans son esprit pour que si un voyant voit dans l'astral le pouvoir de l'âme et
affecté de son plan de vie, cet homme, à cause du pouvoir de son esprit, au-delà de l'influence de l'âme, puisse totalement neutraliser ce plan de vie et se mettre sur la ligne de sa destinée. Autrement dit, nous disons qu'un homme qui est dans son esprit n'est pas affecté par les planètes, il est cosmique. C'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par le caractère astrologique de son zodiaque. Toutes les conditions zodiacales sont des conditions qui ont été inspirées à l'homme par les forces de l'âme. Vous savez qu'est-ce que c'est le zodiaque? Vous voulez en parler un peu? Ça vous intéresse? Mais je ne veux pas vous retarder. Allez, continuez. Il nous reste à peine 5 minutes avant la fin de la première partie de la soirée. Dans la deuxième partie, on va essayer de savoir pourquoi il faut être bisexué sur la planète Terre, pourquoi, pour qu'un être, demande la présence de deux. On va demander aussi pourquoi le cerveau qu'on a ne semble fonctionner qu'à 10% de ses capacités, alors qu'elle est l'ingénue qui fait que on fonctionne avec une machine qui est déjà rouillée ou qui est déjà sur le frein à bras en partant. On va demander pourquoi la vie publique de Jésus s'est commencée à 27 ans ou 30 ans. Parce que vous nous avez parlé jusqu'à 7 ans, il y a telle chose qui se produit. Après ça, il y a telle chose qui se produit à 21 ans. Alors, y a-t-il comme ça des cycles précis dans l'évolution après l'incarnation? On pourrait demander aussi pourquoi il y a des êtres qui s'incarnent sur la Terre ici. Peuvent-ils aussi faire partie de la même loi de la réincarnation en allant s'incarner ailleurs sur une autre planète? Ou font-ils partie d'un autre plan, d'un autre schéma cosmique? Ça fait beaucoup de questions qu'on abordera dans la deuxième partie de la soirée. Il nous reste à peine 3 minutes, si vous voulez nous dire un mot sur la condition astrologique reliée à ça. On aura le temps. La condition astrologique reliée à quoi? À l'incarnation. La condition astrologique liée à l'incarnation, c'est celle-ci. C'est que l'homme découvrira un jour que le matériel psychologique, le matériel symbolique qui accompagne toute manifestation intelligente de ce que nous appelons l'astrologie est déjà du matériel imprimé par l'intention des âmes avant l'incarnation. De sorte que le matériel astrologique qui convient à, par exemple, à telle personne, disons qu'une personne est née dans un certain mois, déjà ce matériel astrologique fait partie de l'intention de l'incarnation. Et la coïncidence, je ne peux pas dire la coïncidence précise, mais la coïncidence parfaite de cette incarnation avec l'intention de la réincarnation donne à l'homme l'impression qu'il est affecté et influencé par les planètes. C'est parce que c'est très subtil, le jeu dans le monde de la mort. On vous insuffle que telle planète a telle influence sur l'homme. Ensuite, on vous fait parvenir un bonhomme sous le signe de telle planète, et automatiquement, on vous a déjà insufflé que telle planète influence l'homme de telle façon. Alors, automatiquement, on vous fait parvenir quelqu'un qui a déjà ces tendances. Et nous, sur le plan matériel, si nous ne sommes pas suffisamment en garde, nous croyons que les planètes influencent les hommes. Et ce n'est pas que les planètes influencent les hommes, c'est que les hommes viennent sur la planète dans un temps qui correspond symboliquement à une influence infusée dans son cerveau qui fait partie d'une science ésotérique qui date depuis des millénaires. Autrement dit, avant de vivre la partie astrologique, nous avons déjà été de la partie. On se retrouve dans environ 15-20 minutes.